Bonjour à tous, nouvel épisode du podcast Une vie d'expat, c'est l'épisode numéro 2 et dans cet épisode je discute avec Noman Hosni qui est humoriste depuis plus de 10 ans. Il a fait une partie de sa vie et de sa carrière d'abord en Suisse, puis en France et désormais aux États-Unis. Ça fait 1 an et demi qu'il habite à Los Angeles et on va dans cet épisode comprendre quelles ont été ses motivations à s'installer aux États-Unis et à démarrer une nouvelle carrière parce que sa carrière était déjà établie en France et il a décidé de faire du stand-up aux États-Unis. Donc le premier épisode de ce podcast, c'était en Colombie, en Amérique du Sud. Là, on passe aux États-Unis, Amérique du Nord. Je vous laisse avec Noman. Eh bien, bonjour Noman. Merci de m'accueillir chez toi. Là, il y a le fond vert derrière toi. Tu es dans ta salle Ouais, de, là, de- de c'est une tournage. petite pièce qui est, ouais, c'est une pièce de studio en fait. J'ai créé cette pièce. Donc là, il y a mes ordinateurs où je fais les montages. Et ouais, je me suis créé cette petite pièce pour pouvoir tourner au maximum avec des potes humoristes d'ici, quoi. On se sert de ça, on fait des news en fait, des fausses news avec ce fond vert. Et ça va être intéressant d'en reparler de ça justement parce que tu as une activité qui est quand même pas mal digitale aujourd'hui et c'est ce qui est Mhm. intéressant dans l'expatriation. Sinon, par où commencer? Tu as eu plusieurs vies, on va dire. Tu as déjà vécu l'expatriation en Suisse. Ensuite, de la Suisse, tu es revenu en France. De la France, tu es reparti aux États-Unis. J'ai l'impression que tu es, un mec passionné par ce qu'il fait et que tu as toujours écouté ce que tu voulais faire et que peu importe ce qu'on peut te dire, tu le fais. Et j'ai l'impression que les États-Unis, c'était un rêve de gosse et tu es parti comme ça du jour au lendemain. Peut-être pas du jour au lendemain, mais en tout cas, ça s'est décidé assez vite comme ça. Alors que tu avais une carrière, tu es humoriste, ça fait plus de 10 ans que tu es dans le stand-up. Et alors que ça marchait bien en France, tu t'es dit, bah, ce que je veux, c'est peut-être ailleurs en fait. Ouais, bah, c'est marrant comment tu l'amènes, mais ouais, effectivement. Bon, déjà, quand j'étais en Suisse, j'ai commencé le stand-up en Suisse. Donc, c'était plus qu'une expatriation. On peut dire que je suis devenu suisse parce que je suis arrivé en Suisse début de vingtaine. Et du coup, j'ai appris tout le système politique. J'ai appris à être un citoyen qui vote en Suisse. Déjà, en Suisse, après 8 ans, tu peux voter pour les cantonales. Donc, tu Ouais. peux voter pour les élections cantonales, en tout cas à Genève après 8 ans, donc ça t'implique. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça d'ailleurs. Tu n'as pas besoin d'être suisse pour voter pour. C'est comme si en France, tu pouvais voter pour les municipales après 8 ans dans la ville, quelle que soit ta nationalité. Tu vois, je trouve ça pas mal. Ouais. Et j'ai commencé le stand-up et j'avoue que moi, quand je suis allé en Suisse, j'avais envie déjà d'expatriation, mais j'avais déjà envie des États-Unis. Et j'avais l'impression que je faisais mon rêve américain, mais moins loin, quoi. Tu vois, dans ma Mm. tête, d'ailleurs, une des vannes, je disais ça sur scène, je disais, ouais, pour moi, j'avais besoin d'un rêve américain, et puis c'est moins loin. Et puis, en plus, c'est un peu fédéral, donc ça marche comme aux États-Unis, par État. Tu vois, dans certains cantons, c'est pas les mêmes lois, comme ici, comme aux États-Unis. Et puis, ouais, effectivement, quand je suis revenu en France, bah, j'étais suisse. Ça faisait 12 ans que j'étais en Suisse, donc j'étais suisse dans ma tête. J'aurais pu avoir la nationalité suisse. Je suis pas fan d'administration, donc j'aurais peut-être dû, mais il y avait vraiment cette partie suisse en moi. J'étais aussi un peu en Angleterre, beaucoup d'allers-retours, puis je voulais aussi jouer en anglais. Alors, mon anglais était nul, nul. Déjà, j'étais nul à l'école, mais en y allant, tu te rends compte que ton anglais est nul, donc j'ai essayé. Et même en arrivant aux États-Unis, en pensant que j'étais assez préparé, puisque je faisais pas mal de stand-up en France, avec les plateaux, notamment, il y a mon pote Sébastien Marx qui faisait ça. Euh, il y a Robert Hun, enfin, il y avait pas mal de plateaux en anglais, en tout cas à Paris. J'ai pu faire des premières parties plutôt pas mal, hein. J'ai fait les premières parties de Louis C.K., de Aziz Ansari. Tu te dis, bon, bah, c'est bon là. Puis en fait, tu arrives et tu fais, bah, en fait, tu parles pas bien anglais. Et ouais, là, le plus dur, surtout en tant que humoriste, il a fallu vraiment que j'ai commencé à faire des lives Instagram en anglais. Il fallait que je m'y mette, quoi. Pas bien reçu dans l'ensemble, mais pas vraiment. J'ai commencé à recevoir des messages des haters de l'anglais, quoi. Tu vois, des trucs hallucinants, mais qui sont marrants. Au final, ça me fait de la peine pour les gens qui sont énervés pour ça, surtout parce que tu te dis, Ouais. putain, tu ne peux pas regarder. Enfin, il y en a qui étaient vraiment très énervés. Et puis voilà, je continue. Alors maintenant, c'est plus compliqué
parce que je sens qu'il y a des émotions que j'ai envie de faire en français, des émotions que j'ai envie de faire en anglais, par nécessité. Par exemple, je te donne un exemple très simple. Ici, ils ont ce qu'ils appellent le Mental Health Issue Day, tu vois. Ouais, Et moi, j'ai ça aussi, des TOC, je touche les murs, enfin, j'ai plein de ça. Et c'était très compliqué dans mon adolescence d'en parler. T'as l'impression que tu es un fou, etc. Et donc là, il y a Oprah Winfrey qui a sorti une espèce de série d'interviews documentaires avec le prince Harry, ouais, j'ai vu, ouais. où ils vont. T'as vu ça? Ouais, ouais, ouais. Avec le Et prince Harry, ouais. ouais. Et du coup, ça m'a. Putain, ça fait hyper étrange en fait de voir tous ces gens qui ont les mêmes délires, les mêmes folies, ou je sais pas comment appeler ça. En tout cas, les mêmes délires, les mêmes. On m'a tellement dit, ma mère m'a pensé que j'étais fou, tu vois, j'ai été voir des psys très tôt. On m'a expliqué chez les psys que c'est des rituels, etc. Mais j'aimerais bien en parler en français de ça, tu vois, Ouais. parce que je n'ai pas l'impression que c'est vraiment quelque chose dont on parle vraiment en France. Donc voilà, ça, tu vois, typiquement, il y a des trucs comme ça, je me dis, bon, alors, je vais sur Instagram en français, mais je m'étais dit que je faisais en anglais, et puis je me dis, bon, peut-être nique sa mère, je fais pas de règles. Sinon, je le fais sur Facebook. Enfin, voilà, c'est des trucs par rapport à la langue, c'est ça. Je sais pas, toi, t'en es où de ton estonien, mais Au niveau de l'estonien, je suis au niveau bonjour et merci pour l'instant. ouais. Et je me sers de l'anglais pour me débrouiller. Mais justement, l'anglais, c'est intéressant parce que tu parlais pas forcément bien l'anglais, même si, comme tu dis, tu as fait quand même des premières parties de gros artistes américains. Donc, tu avais déjà des bases. Mais t'expliques souvent que tu as beaucoup écouté de livres audio pour te former à l'anglais. Ouais, Et tu es quand même parti vivre aux États-Unis. Donc là, tu es, à Los Angeles, hein, c'est ça? ouais. Tu es parti quoi, fin 2019, début 2020, c'est ça? Fin 28 décembre 2019. Yes, ok. Donc, du coup, ouais, juste pour préciser, donc là, il est 18h en Estonie, toi, il est 8h du matin, donc je te prends au saut du lit là. Ouais. Et au niveau de l'anglais, donc, tu as, quand même ta carrière en France. En Suisse, ta carrière, elle était quand même aussi en français. Et tu décides de partir alors que tu as quand même une grosse communauté qui te suit sur tes réseaux. Tu as, une grosse chaîne YouTube, un gros compte Instagram. Et tu fais ce choix de partir aux États-Unis. Donc, ta carrière d'humoriste, qu'on soit bien clair, hein, tu l'as fait désormais en anglais. Aux États-Unis, tu vas pas toucher un public francophone aux États-Unis. Et donc, du coup, ton Instagram, ton YouTube et tout, tu es passé à des vidéos totalement en anglais et c'est pour ça que tu dis que ça a été pas forcément bien reçu par tout le monde. Mais toi, tu avais cette envie de toute façon de toucher un marché américain et de passer à autre chose. Ouais, c'est pas passé à autre chose parce que je pense que je referai des shows en français, puis c'est toujours là. Et puis une fois que j'écris en anglais, c'est plus facile pour moi de peut-être, je dois me passer l'histoire, la raconter deux, trois fois en français peut-être, mais ouais, effectivement, bon, après, ce qui m'a aidé, c'est que quand je suis arrivé aux États-Unis, ma chaîne étant localisée en France, j'avais quoi? J'avais 200 000 followers sur ma chaîne YouTube et des vidéos de stand-up qui atteignaient des millions et tout. Et suppression de la chaîne YouTube, ça m'a pas trop dérangé. Maintenant, j'ai trois chaînes YouTube. Ouais. J'ai une chaîne pour les vidéos en français, une chaîne pour les vidéos en anglais et une chaîne pour les vidéos qui sont légales ici, mais illégales en France. Donc, tous les J'irai fumer chez vous, je vais en refaire. Donc là, toutes les vidéos, je les ai mis sur une autre chaîne au cas où ça recommence à avoir des problèmes. Je n'ai pas envie de revoir tous mes stand-up effacés, quoi. Ouais. Et justement, ça c'est intéressant parce que tu as beau être dans le stand-up depuis plus de 10 ans, tu as fait partie de ceux qui se sont intéressés à Internet assez tôt quand même, et en tout cas le prendre au sérieux. Et tu as, une vraie chaîne YouTube avec du contenu. Et je pense que c'est ça aussi qui a joué dans le fait que tu peux t'expatrier tranquillement, entre guillemets, c'est que tu as une activité qui est digitale. Donc, mine de rien, enfin, tu recommences pas de zéro en fait quand tu arrives aux États-Unis. Donc ça, je pense que ça t'a Alors, aidé c'est un petit assez peu. marrant cette question parce que, en fait, quand je suis arrivé, et notamment à cause ou grâce à cette activité digitale, je vivais dans un autre time zone, je vivais dans un autre temps horaire, quoi. Tu vois, j'étais Ouais. sur la zone de France et c'était super étrange. Je me levais à 5 6 heures du mat facile pour être genre, tu vois, il est 15 16 heures. Tu sais, je me faisais des phases super cheloues. Et, euh, et en fait, là, je suis dans une autre. Là, ça fait 1 an et demi. Je commence à être dans une phase où. Et puis, j'arrive en France le 1er juillet pour un mois. Mais puis en plus, j'étais isolé parce que moi, le but à la base, c'était de revenir quand même régulièrement en France tous les 2 mois, on va dire, Ouais. mois et demi, pour jouer, voir mes enfants, la famille. Et puis, le Covid a fait que j'étais bloqué ici, quoi. Ouais. Euh, donc, il a fallu m'adapter. Mais.
Ouais, ce truc digital, c'est vrai que c'est cool. Et puis même, je vais te dire, je remercie vraiment tous les Français parce qu'au début, là, je commence à avoir des Américains, mais il y a toujours une majorité de Français sur mon Instagram, par exemple, bien que les vidéos soient en anglais. Et on a commencé, ceux qui me suivent, par exemple, depuis que je suis arrivé ici, que j'ai commencé à faire les lives, c'était pourri au début. C'est-à-dire que mon anglais était pourri. Et ils étaient là, j'ai l'impression qu'on a appris l'anglais ensemble. Ouais. J'ai l'impression d'être un prof d'anglais aussi. C'était très bizarre parce que je prenais des gens en live en anglais, des Français. Et c'était yes, hello, how are you? Yes, it's Mhm. cool. Tu vois, le début, c'était un peu ça. Et puis, c'est comme si là, je sais pas, là, tu commences à apprendre l'estonien. Dans 3 mois, on va dire que tu as un niveau pas, pas terrible non plus, mais ça, tu sais, tu baragouines et tu Ouais. te commences à te faire tes lives en estonien. Bah, tes Français, ils vont te faire OK, c'est marrant une fois, puis après, qu'est-ce que tu fous? Et puis après, machin. Mais toi, en faisant ces lives, Ouais. tu t'améliores énormément parce que moi, je tiens les lives, je me dis, allez, je tiens 1 heure. Et là, j'y vais pendant 1 heure. Ça m'a vraiment aidé à m'améliorer de faire ces lives en anglais. Et je pense que les Français qui m'écoutent depuis ce moment-là ont également. Je ne suis pas un prof parce que clairement, je vais faire beaucoup d'erreurs, faire beaucoup de fautes. Mais c'est marrant à faire, c'est marrant de progresser comme ça. Et je pense que les gens, ils ont aimé aussi suivre ton aventure humaine, on va dire. Le fait que tu partes et que tu apprennes l'anglais, on t'a suivi dans ton aventure aux États-Unis, parler anglais. Justement, les lives, on a vu petit à petit que tu t'es amélioré. Aujourd'hui, tu étais quasiment bilingue. Peut-être pas pour toi, mais Ouais, en tout cas pour un Français, quand on t'écoute, tu es ouais. bilingue. Tu vois. C'est ça. Pour Et moi, c'est encore différent. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ouais, moi, là, je suis dans les subtilités, tu vois. ouais, Par ouais, exemple, le poids d'un mot. Je prends souvent un exemple, le mot voiture. Si tu dis ma caisse, ma bagnole, hmm, euh, mon bolide, tous ces mots-là ont un poids qui, quand tu racontes une histoire sur scène ou dans un bouquin, mais tu vois, nous, on raconte des histoires sur scène, on les fait vivre, on doit les rendre marrantes, etc. Bah, tu dois comprendre ce qui est le mot, quand il est péjoratif, quand il est le poids du mot, en fait, ouais. le poids d'une phrase, le poids d'un dicton, le poids de tout ça, ça prend énormément de temps. Et puis, je pense qu'il y a des particularités aussi selon là où tu joues. Que ce soit déjà rien qu'entre différents pays anglophones ou entre différents États, différentes villes, je pense qu'il y a des mots qui vont comprendre différemment, des choses Ouais. culturellement qui sont différentes. Est-ce que toi déjà, au niveau de ton année et demie que tu as passé aux États-Unis, est-ce que tu as pu beaucoup jouer? Est-ce qu'avec le Covid, ça a été compliqué? Est-ce que tu as pu jouer en anglais quand même? Ouais, bah, ce soir j'ai une scène, demain j'ai une scène. Je devrais en mettre plus, tu vois, mais sur Internet, mais j'ai l'impression que je suis encore un peu timide. Je vais peut-être commencer à les mettre là, parce que je me dis, c'est vrai que ça fait partie du parcours, peut-être pas sur YouTube, peut-être voilà, peut-être que c'est des histoires que je sais que je vais améliorer parce que mon vocabulaire va s'améliorer, tu vois. Ouais, Je sais que je suis en recherche là, mais peut-être que je devrais les mettre parce qu'il y en a beaucoup que je filme en tout cas, que je revois et je me dis, comme au début où je faisais du stand-up en français, quand j'ai commencé à me filmer, je vais, attends, mais je dis souvent, ou attends, mais j'aime pas du tout ce que je fais là. Tu te regardes et tu te dis, mais il faut que je corrige ça. Bah, c'est pareil, là, je regarde un petit peu comment je suis sur scène. Je suis très autocritique par rapport à mon accent, par rapport à beaucoup de choses. Mais effectivement, j'ai de la chance de pouvoir jouer. Ouais. J'ai pas autant que je voudrais, tu vois, Claire. Mais après, je regardais la France. Moi, quand j'étais en France, je pouvais faire genre 5 plateaux dans la soirée, tu vois. ouais. Donc là, je me retrouve à faire peut-être 3 fois par semaine. Et là, ça commence. Là, tu vois, cette semaine, ouais, des fois, 1 fois par semaine. Cette semaine, je vais peut-être jouer 3, 4 fois cette semaine. J'ai 3, 4 plateaux. Et puis, pareil, c'est pas pareil quand tu joues 15 minutes, quand tu joues 5 minutes, quand tu fais ton spectacle en entier. Là, on m'a déjà proposé, donc j'ai commencé. C'est pas comme en France. En fait, en France, le headliner, comme on appelle, il doit attirer des gens. Donc, il doit construire sa fan base et attirer du monde. Ici, tu vois, si tu vas jouer dans le Midwest, les gens, ils se déplacent, même si tu Ouais. n'es pas connu. Donc, tu peux faire du headliner comme ça. Mais moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de le faire. J'ai envie de me dire, attends, là, je commence en anglais. Laissez-moi arriver. Là, je suis en train de préparer J'irai fumer chez vous en anglais, Hi at your place en anglais. Mais pareil, j'aurais pu le faire en arrivant, direct. Et là, en parlant avec les gens, je me suis dit non, 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 parce que ce qui me donnait la force de le faire en français, c'est ça, c'est pouvoir tout comprendre de l'autre. En plus, tu es foncé, donc c'est aussi, tu- il y a une concentration différente à avoir dans une autre langue. Et ouais, je sais que
je sais qu'il y a des choses qui doivent prendre du temps et qu'il faut pas vouloir brûler les étapes. Et voilà, je suis là, je travaille comme un dingue. J'essaye pas de postponer pour des mauvaises raisons. Je, je, c'est bizarre de dire ça, mais c'est comme si j'ai toujours su ce que je faisais, quoi. Ouais, Je travaille comme un dingue, je lis. Tu parlais des audiobooks parce qu'on conduit beaucoup à Los Angeles. Puis ça aide aussi pour la prononciation. Mais au-delà des audiobooks, je lis également. J'ai arrêté de lire en français, je lisais plus trop déjà quand j'étais en France. Il faut dire la vérité. On lit plus comme il y a 10 ans ou 20 ans, tu sais, on est ailleurs, quand on est sur Netflix ou quoi. Mais là, je me suis remis à relire parce que je me dis, je vais refaire mon parcours de moi gamin, en fait, pour apprendre l'anglais. Voilà, et ça peut peut-être t'aider pour l'estonien. Euh, Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans la tête de je ne parle pas français. Je suis un enfant qui découvre la langue, en fait, et ouais. qui ne parle pas une autre langue. Donc, j'ai commencé dans le dictionnaire à regarder les définitions en anglais, des mots que j'apprenais en anglais et pas la traduction en français. Et j'ai commencé à lire en essayant d'oublier le français, en disant, OK, tu connais pas ce mot, essaie de chercher dans le dictionnaire anglais ce que ça veut dire, essaie de comprendre le poids. Et c'est comme ça que j'ai fait en vrai. C'est comme ça que je fais tout le temps maintenant et que j'apprends. Ouais, et c'est vrai que la langue, c'est l'outil le plus important dans ton métier et c'était la première chose à faire pour démarrer. Ensuite, un autre sujet, pour revenir sur l'expatriation, qu'est-ce qui t'a motivé au-delà de ce rêve américain et de tout ce qu'on peut comprendre sur le American Dream? Toi, je sais qu'en France, il y avait certaines choses qui pouvaient te déranger, peut-être niveau mentalité et niveau législation aussi. C'est vrai que le choix de Los Angeles, le choix des États-Unis, ça a été aussi au niveau du cannabis. Tu en as parlé, tu en parles librement. C'est un sujet sur lequel tu parles librement. Et toi, tu es dans un état aujourd'hui où c'est légal et tu peux le consommer légalement. Et tu avais l'impression qu'en France, sur ce sujet-là, tu avais l'impression d'être, comme tu dis, et tu fais souvent la comparaison avec les homosexuels en Arabie Saoudite. C'était, voilà, là où tu es, c'est Euh, légal. ouais, complètement légal. J'ai même, ils vendent même de la wax. Enfin, tu peux acheter des petits dabs et tout. Alors que je sais qu'en France, c'est une galère. Pour ça, par exemple, pour ceux qui aiment dabber. Euh, j'ai pas bougé à Los Angeles parce que le cannabis était légal. Moi, bouger à Los Angeles, c'est un rêve que, que j'ai et que je cultive depuis que je suis un ado. D'ailleurs, moi, au début, je voulais venir à Los Angeles pour faire du cinéma. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé tourner, donc tu peux le voir. Je réalise mes sketchs, j'adore ça. Et puis, ouais, on commence à faire des courts-métrages. Je commence à écrire en anglais. C'est pour ça aussi que je veux m'améliorer, c'est que je veux écrire mes scénarios en anglais, même si j'ai aussi des idées de romans. J'ai commencé un roman en fait en français et je me dis où ça va parce que je l'écris Ouais. en français. Et je me dis est-ce que je vais le faire publier? Enfin, plein de choses comme ça. Mais euh, ouais, ce qui m'a motivé à bouger à la base, c'était ce rêve de Los Angeles, c'était ce rêve de. Je me suis dit quand j'étais petit, donc j'étais fan de cinéma, je me dis bon, c'est une ville où il y a du cinéma, c'est une ville où il fait chaud, c'est une ville où il y a la plage. Bon, bah, ça va, ça va. Ça m'étonne pas que le cannabis soit légalisé là. Euh, Ils ont une approche aussi au psychédélique qui est différente. Et quand je lis, malheureusement, quand je lis la, le point de vue de certains politiciens français sur le cannabis, ça me désole en fait, ça me désole complètement. Ils ne savent pas et je pense qu'ils ne sont pas assez cultivés sur le sujet. Et en vrai, ça a commencé par me révolter. Puis il y avait l'adolescence, etc. Donc tu es là. Euh, Moi, j'ai vite fait mon coming out, mais le plus dur, c'était pas mon coming out public, YouTube et fumer sur YouTube. Mon coming out, c'est ma mère, tout simplement. Mm. Tu sais, je parle de coming out pour le cannabis Ouais. parce que il y avait quelque chose d'assez flippant. Moi, j'étais un fumeur régulier et tu dois le cacher. C'est quelque chose de. Surtout que ça se voit. T'es Ouais. foncé, t'es dans. Et, enfin, tout le monde. Et alors, je dis aussi, pour ceux qui fument pas, quand t'es foncé, c'est pas du LSD, quoi. Tu vois. Ouais. C'est pas. Tu sais quoi, t'es pas plus foncé que quand t'as bu. D'ailleurs, tu sais quoi, je peux travailler en ayant fumé si je dois me concentrer. Après, est-ce que ça a à voir avec, j'ai dit mental health issue, mais moi j'ai eu tout, hein, PTSD, OCD, donc hyperactivité décelée assez tôt.
euh, eh ben, très difficile pour moi de me concentrer. Si je dois faire un montage où je sais que j'en ai pour 8 heures, où je vais peut-être passer une nuit blanche, eh ben, si je fume, franchement, je ne sais pas comment ils font les gens qui ne fument pas. Si je fume, tu es tout seul devant ton ordi en train de faire du montage. Si je ne fume pas, je pense qu'il va y avoir déjà beaucoup de temps branlette. Tu vois, beaucoup de temps. Allez, vite fait un petit YouPorn. En fait, alors que quand je fume, ça y est, c'est focus. On fait ce montage et on y va, quoi. Ouais. Par contre, je pourrais peut-être pas le faire en écrivant. Avoir les idées. Si je fais du Photoshop, ouais. Si je fais du montage à un certain stade du montage, le début, non. L'organisation des séquences, etc. Mais quand on arrive à, par exemple, l'étalonnage, fonce D, c'est parfait. Mixer le son, ça va. Enfin, des petits trucs comme ça. Trouver des bons. Mais en fait, c'est l'organisation. Non, parce qu'au début, tu dois tout organiser, etc. Donc, je sais où je peux travailler quand j'ai fumé ou pas. Parce que c'est une espèce de relaxation. Mais faut reconnaître, hein, que moi, ça me fait un bien fou, quoi. Ça me fait Ouais. vraiment un bien fou. Ça me détend pour de vrai. Ça me déstresse. Ça me... Ouais, Donc t'es pas parti pour ça, mais c'est vrai que si c'était dans un état où c'était légal, c'était quand même mieux, quoi, pour ne plus être caché sur ce sujet. Et est-ce que ouais. avant de partir, ce que tu voyais de Los Angeles ou des États-Unis, ce que tu en pensais, est-ce que maintenant que tu y es depuis 1 an et demi, est-ce que c'est ce que tu t'attendais à voir, à vivre, ou est-ce que c'est différent? C'est jamais ce que tu t'attends. Euh, c'est marrant, cette question. En fait, ouais, c'est le fait que tu sois expat, je pense que ça doit être. Parce que je sais pas ce que tu t'attendais toi en Estonie, mais c'est différent, mais pas forcément négatif. C'est différent, par exemple, j'avais peut-être sous-estimé la masse de travail que ça allait me demander. Hmm. Puis il y a eu le Covid, donc ça a été très dur. C'est simple, si je t'ai demandé aussitôt, c'est à moi tous les jours, j'appelle ma fille 10 heures du matin, là, comme ça il est 19 heures chez elle. Mes filles. Euh, mais c'est vrai qu'avec la petite, on a eu des moments où on passait avec la petite, ouais, c'est 3-4 ans, tu vois, là, elle a 4 ans, mais ouais, on a fait des 2 heures de conversation jusqu'à ce qu'elle fasse dodo en FaceTime. C'était dur, tu vois, et donc j'ai dû avoir plein de jouets ici pour elle, parce que du coup, bah, je joue, quand on raccroche, là, c'est le bordel comme si elle avait joué ici, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, ça, c'est des paramètres que tu ne peux pas calculer, comme le Covid ou les choses comme ça qui te font. J'aurais certainement fait ça de toute manière, mais le fait de ne pas pouvoir rentrer, euh, c'est d'avoir j'ai eu, il y a eu heureusement très rare, mais ta fille qui pleure, de l'autre côté, c'est très compliqué. Et puis tu passes du temps, tu lui expliques, et puis elle comprend, tu vois que elle a compris ce truc de microbes, etc. Machin, c'est cool, c'est cool. Mais ouais, ça a été dur. Et puis le travail que ça demande aussi ici, parce que c'est très dur d'être un humoriste payé à Los Angeles. Il doit faire des tours. Donc moi, j'étais content de pouvoir avoir ces scènes qui arrivent, tu vois, de vraies scènes. J'ai découvert les open mic ici, c'est un délire aussi. Enfin, ouais, c'est en termes de. Ouais, c'est plus dur, mais tant mieux. Enfin, tu vois, je ne me plains pas de la difficulté, au contraire, je me dis, ça me, ça me forge. Et puis, c'est toujours étrange aussi de voir, quand tu commences à réussir à avoir tes premiers gigs payés et tu sais le boulot que tu as mis dedans, tu as toujours des gens, mais ça me le faisait avant en France, ça me l'a fait en Suisse, parce que c'est quand je suis parti de la Suisse faire du stand-up à Paris, moi je me suis fait comme stand-upper en Suisse. On m'a dit pareil, quand j'ai bougé à Paris, on me dit ouais, c'est impossible, attends, tu es à Paris. Puis finalement, j'étais au Jamel Comedy Club assez vite, enfin, tu vois. Ouais. Mais parce que, en fait, ce qui me fait pas peur, c'est que je sais que je vais travailler. C'est pas j'ai du talent. Enfin, je sais que je vais. Quand tu es humoriste, c'est marrant, les gens comprennent pas que ça suffit pas, quoi. Si tu es marrant, c'est juste la base, c'est le minimum requis d'être marrant, en fait, tu vois. Ouais. Le C'est le reste, c'est du minimum. travail. Ouais. Ouais, le reste, c'est vraiment un travail qu'on ne voit pas. C'est comme un boxeur, tu ne le vois pas s'entraîner, tu le vois juste pendant son match sur le ring, et puis des fois, ça dure
30 secondes KO, mais on ne voit pas le temps d'entraînement qu'il a eu, et cetera. D'ailleurs, souvent, les stand-uppers, tu verras, ils disent pas répète, ils disent entraînement. Ça, je Ouais. veux m'entraîner, workout, ils vont au comedy club pour s'entraîner. Donc, ouais, et après, on va te dire, ouais, bon, il y a de la chance. Bon, c'est parce que tu es français. C'est pour ça que tu as eu ces gigs-là. Hmm. Tu vois, voilà, et chaque fois, on va te dire la chance, mais faut pas sous-estimer le travail que ça demande. Et c'est pour ça que vaut mieux vraiment aimer ce qu'on fait, quoi, parce que ça demande vraiment beaucoup de taf. Il vaut mieux aimer le taf qu'on fait parce qu'on va y passer énormément de temps. Est-ce que tu as redécouvert un peu ton métier en étant aux États-Unis? Ça a l'air d'être la question un peu bateau, mais je pense qu'on a quand même une culture différente du stand-up en France et aux États-Unis. Je pense que le stand-up, c'est quand même, ça c'est né aux États-Unis. Et peut-être que j'ai l'impression qu'au niveau des sujets abordés, peut-être que tu es plus à l'aise. C'est vrai que toi, tu parles librement de sujets qui peuvent être clivants, de sujets. On va pas parler forcément d'artistes engagés, tu vois. Genre, c'est pas de l'engagement, tu n'es pas forcément militant, mais il y a des sujets qui tiennent à cœur. Tu as envie de donner ton avis, tu le donnes, même si ça peut être clivant. Là où beaucoup d'artistes pourraient se dire ouais, là-dessus, moi, j'y vais pas. J'y vais pas. Est-ce qu'aux États-Unis, tu as trouvé une certaine liberté là-dessus? D'autant plus que c'est vrai qu'il faut aussi rappeler que tu parlais de la suppression de ta chaîne YouTube. Ta chaîne YouTube, elle a été supprimée alors que tu avais 200 000 abonnés parce que tu parlais de cannabis et Mm. YouTube a dit bah, on te supprime. Et c'était YouTube YouTube France. France, voilà, YouTube France. Et Ouais. aujourd'hui, tu as refait ta chaîne sur le même sujet aux États-Unis et il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, écoute, alors réapprendre mon métier, oui, euh, parce que je regarde enfin, je me remets à mater beaucoup de stand-up. Quand j'étais en France, je reconnais, ça faisait, maintenant ça fait 12 ans que je fais du stand-up, donc je regardais peut-être moins de stand-uppers français, etc. Je regardais moins de stand-up, j'avais déjà les open mic, les micros, l'entraînement, je regardais un peu les potes, etc. Euh, donc là, j'ai commencé à plus prêter attention aux autres. Je regarde comment ils font, parce que je suis curieux de la langue. Moi, plein de fois, je vais monter sur scène, mais l'humoriste qui joue avant, des fois, je comprends même pas ce qu'il raconte. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, je comprends. Mais Ouais. j'arrivais pendant des mois, je dis, putain, je comprends pas toutes les vannes, quoi. Et en essayant de regarder plus, ouais, et puis tu apprends aussi, comme les mots dans la phrase sont différents, les intonations sont différentes, tu apprends d'autres rythmes. Ça, c'est clair que ça tu apprends une musicalité différente dans la manière de raconter une histoire. C'est un enrichissement. Ensuite, en concernant la censure, je remarque que la plupart du temps, on se censure soi-même. Quand j'avais un show que j'appelais Les Fonce D, où j'amenais un ami humoriste, par exemple, discuter avec moi en live, ce qui permet aucune cut, tu vois. Mm. Parce que je me suis dit, ils sont foncés, ils vont dire une connerie. Par contre, tu coupes le truc, tu vois. Et je me suis dit, viens, on fait un truc en live et puis on s'en bat les couilles. Euh, la plupart des humoristes, et là, tu vois les vrais, tu comprends les artistes, mais il y en a, par exemple, qui m'ont dit, ah bah j'ai ce sponsor-là, si je fais ça, il risque de me lâcher, ou des choses comme ça. Et je me dis, bon, ben, en fait, tu te sens sur toi-même. Et pourquoi? Pour un accord avec une marque. Et là, je pense que c'est là qu'on te tient par les couilles quand tu mets trop d'importance. Quand tu mets trop d'importance à l'argent, etc., ou là, tu vois, moi, mes choix de carrière, si tu suis ton rêve, si tu suis tu t'en fous de ça, tu vois. Et c'est là que en fait, tu cherches juste à être, moi, je cherche juste à être heureux en faisant ce que j'aime. Et puis, ça m'a jamais fait peur. J'ai déjà été à la rue quelques fois, mais je regrette pas en vérité. Je comprends, après, tu arrives à un certain stade de vie, puis tu n'as pas envie de régresser. Mais en vrai, moi, il n'y a pas de mauvaise expérience, si j'ose dire. Tu suis ton cœur, et puis après, ce que tu vis derrière, matériellement ou quoi, c'est juste des expériences de vie. Euh, et faut tenir la barque. Faut tenir la barque, c'est très dur. Ça fait peur, hein. Je ne veux pas te dire que ouh, c'est cool. Tu te réveilles, tu as peur de. Ici, là, mec, je me tape des petites angoisses, hein. Mais, ouais, j'aime ça. Et puis, c'est encore une fois, au moment où tu arrives à ça, les investissements, combien de fois j'aurais pu m'acheter
J'aurais pu m'acheter des sapes par moment et puis non, j'achète du matériel, j'ai une grue, je veux tourner ce truc-là. C'est un investissement. C'est la même raison pour laquelle j'ai commencé à produire mes propres shows. Tu sais, un producteur, il loue en France, ça marche différemment ici, mais en France, tu as un producteur et tu es content, tu as envie d'être un artiste produit. Ouais, C'est une espèce de chose, oui, bah, je suis produit, ouais. Mais un producteur, il va faire quoi? Il va te louer la salle, payer des affiches. S'il ne le fait pas, c'est relou. Tu te dis, attends, si je peux faire ça, en fait, promouvoir mon show, s'il ne le fait pas avec des affiches payées Colonne Maurice, j'ai Instagram, c'est mon Instagram qui tourne, tu vois. ouais, Donc, tu commences à réfléchir. Et puis, un jour, tu as un producteur qui va te dire, donc voilà, ça fait 6 mois d'exercice, tu vois, qu'on a loué cette salle. Bon, là, tu me fais perdre de l'argent, là, regarde, machin. Et tu as envie de lui dire, donc ça fait 6 mois d'exercice, tu me dis, ça te fait perdre de l'argent. Euh, non, c'est de l'argent que tu investis. Tu sais, t'as envie, moi, ça m'est arrivé. Donc, automatiquement, je leur dis non, 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 non. Ça, c'est de l'argent que tu as investi dans n'importe quel business. Si tu vois un restaurant, c'est très compliqué au début. On fait un investissement et on investit. Mais si tu me culpabilises, je veux pas travailler pareil, tu vois. Si tu me ouais, dis tu me fais perdre de l'argent, ça va pas me faire un ouh putain, on perd de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Non. Donc, tu as investi, laisse-moi faire mon travail d'artiste. Si le producteur te dit ça, moi, je me dis, bah, j'ai changé de production plusieurs fois. Et jusqu'au moment où je me suis dit, bah, je pars, je vais me produire moi-même parce que j'avais l'impression, ce qui est très bizarre, hein, que ça me ralentissait. Si j'ai une idée d'affiche pour mon spectacle et que ça met trop de temps à arriver, je- alors que c'est simple, je fais bon, bah, je le fais moi-même. Et si je commence à faire moi-même les trucs, à trouver le moyen de le faire, etc., moi-même, ben, je dis, bon, bah, je peux le faire en fait. carrément. Faisons-le. Mm. Carrément. Et du coup, tu es en indépendant aujourd'hui aux États-Unis, tu n'as pas de producteur, tu fais tout tout seul. Mm. Est-ce J'ai que des tu as eu. potes par contre. Ouais, tu as des J'ai des potes. potes et on s'entraide. Ouais. Est-ce que tu as eu des galères quand tu es arrivé au niveau administratif, au niveau de démarche? Est-ce que tu es considéré comme résident là-bas, résident Ouais, ouais. fiscal, résident permanent? Est-ce que ça a été des galères là-bas ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Et est-ce que tu avais préparé tout ça ou est-ce que c'est en arrivant que tu t'es dit, oh là là, j'avais pas vu tout ce qu'il y avait à faire? Ouais, il y a toujours des surprises. Clairement, c'est très complexe. Je n'ai pas le droit de travailler là pour l'instant. J'ai le droit juste de vivre. Je peux Ouais, faire, mais pour faire ma demande de travail, il faut un avocat repayé, machin. Et comme je n'ai pas de contrat fixe pour l'instant, je suis humoriste, tout est fermé. Tu vois, on arrive à jouer dans des salles. C'est un peu au black, c'est pas non plus des sommes astronomiques aussi, tu vois. Mais ouais, ouais, ça, c'est le truc auquel il va falloir que je m'intéresse très rapidement, là, tu vois. Là, ouais, je fais encore mes impôts en France. Je suis résident fiscal français, donc je paye mes impôts en France. Je n'ai pas vraiment travaillé ici. Pour te dire la vérité, j'ai travaillé sur un film ici, sur un long métrage. C'était tellement compliqué pour me faire payer. J'ai fait, bah, laisse tomber. ouais. Tant pis. J'ai pas pris ma thune. J'ai pas pris ma thune. C'était trop complexe d'autorisation. Je fais, bon, les gars, c'était bon, j'ai travaillé, mais c'est pas grave. Hmm. C'est pas grave. C'est un film avec Christina Ricci et tout, donc c'était cool aussi, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'était cool aussi. Et j'ai pas travaillé comme acteur, hein. C'est-à-dire que ici, genre, j'ai pu travailler comme électro, monter des projets, etc. Je faisais ça quand j'étais gamin, tu vois, mais c'était cool. Franchement, c'était le vrai boulot, quoi. Tu vois, tu as les Ouais, gants, t'as tes petits outils et puis tu y vas, quoi. C'était cool. C'était cool. Mais ouais, pour moi, en plus, c'est vrai que c'est bizarre de ne pas avoir été payé, mais en vrai, c'est pas ma carrière électro, tu vois, sur un film. ouais, Mais ça m'a plus permis. C'était cool parce que là, je me retrouve dans un environnement totalement anglophone. Je dois m'adapter. Les projets, ils n'ont pas le même nom ici. ouais. Les câbles, les trucs, tout a des noms différents. Dès que tu as un truc qui a le même nom, genre le ballast, oh putain, c'est le même nom, je sais ce que c'est, tu vois. Mais sinon, ouais, c'était pareil. Là, je suis encore dans une espèce d'apprentissage. Donc, c'était voilà. Mais là, il va falloir que je m'intéresse. Là, je fais
les impôts, là, je suis en train de les faire. Et puis là, il va falloir que je me démerde pour faire le reste, quoi. Ouais, Là, c'est clair que je survis. J'ai Patreon, j'ai YouTube ouais, c'est français. ça. Patreon, Patreon, c'est tout ce que tu vois là. J'ai un programme français. Bah, tu vois, le Patreon, c'est beaucoup de français. Ils ne me demandent pas forcément des vidéos en anglais sur Patreon. Ils sont heureux avec ce que je propose. Cela dit, euh, les gens ne sont pas au courant parce qu'il y a eu le pandémique, le Covid. Mais j'avais dans la tête un programme qui s'appelle le Guide du Ouïdar, où je Ouais. faisais une visite en français, donc avec les sous-titres quand je les interviewe, les gens des dispensaires, euh, les différences entre une sorte de guide Michelin des dispensaires, quoi. Et ça va venir. Ça va être un show français, tu vois. Ça va être un show français, peut-être anglais. Peut-être je ferai une intro en français, une intro en anglais, et puis je le mettrai sous-titré en français, machin. Mais ça, clairement, c'est des trucs que je prépare grâce à Patreon. On a fait un générique, un dessin animé, etc. Donc j'ai hâte. Ils sont ouverts les dispensaires, mais c'est pas comme avant. Tu peux pas respirer la bœuf, tu peux pas la toucher. Il y a plein de choses qui ont changé, quoi. Ouais. Et justement, ouais, pour que tout le monde comprenne bien, Patreon, c'est un système qui te permet de te faire des dons, c'est ça? Et Ouais, toi, en contrepartie, tu fais du contenu ou tu peux faire d'autres choses, en fait. Et ça te permet ouais. aujourd'hui de vivre. Et c'est ça aussi que tu as développé, toi, grâce à Internet. C'est toute une communauté comme ça qui te suit. Tu fais beaucoup de live sur YouTube où voilà, tu réagis avec les gens, tu parles avec les gens. Tu as quand même un vrai contact avec ton audience. Et ton audience te le rend bien et te permet justement d'acheter du matos et faire différentes choses. Donc, c'est vraiment cool. Et c'est vrai qu'il y a deux visions souvent sur les expats. Il y a les expats qui préparent tout bien, les papiers, les démarches et tout, puis ceux qui disent on fonce et puis on verra après. Toi, tu es plutôt dans cette catégorie-là, j'ai l'impression. Et au niveau, au niveau politique aussi, il y a quelque chose d'intéressant parce que tu en parlais au tout début de la Suisse où il y a différentes choses qui sont différentes de la France, où tu as vécu plus de 10 ans en Suisse, tu as vu la France aussi, aujourd'hui tu es aux États-Unis, tu es arrivé, je crois que c'était avant les élections, enfin tu as vécu les élections aux États-Unis, comment ça s'est passé tout ça? Comment toi tu l'as ressenti en tout cas en tant que Euh, Français? que- un match de foot. Ouais, c'est Vraiment, ça, un on a match de l'impression que c'est foot dans une avec arène. tout le monde qui ne connaît pas les règles. Personne ne connaît les règles. Et ils sont là, non, ouais, bah, ils essaient de t'expliquer les règles du hors-jeu, personne ne comprend. C'est un match de foot et c'est présenté comme un vrai divertissement. Euh, En France, on n'est pas loin. En France, on n'est pas loin. Je compare par rapport à la Suisse. Euh, Tu vois, en France, aux États-Unis, on essaye de créer un star system politique qui n'existe pas en Suisse. Ouais, C'est dangereux, et en même temps, voilà, on arrive aux limites. Après, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais on arrive aux limites de la démocratie, quoi. ouais, On a des politiciens qui ne se battent plus pour leurs convictions, mais pour avoir le pouvoir, ce qui devient dangereux quand tu veux le pouvoir à ce point-là. Et c'est normal parce que ça vient d'entreprise. On a vu clairement, et tu peux prendre la France ou les États-Unis, ils ont un peu le même délire, quoi. Si tu vois un mec comme Eisenhower ou De Gaulle, ou tu vois, où avant c'était des vrais chefs militaires, des chefs de l'armée, puis on s'est dit, ouais, bah, peut-être l'armée, c'est pas bien, on va prendre des mecs du droit. Donc on a commencé à prendre des avocats. Tu vois, le nombre de politiciens issus de la magistrature en France, c'est impressionnant, tu vois. Ils ont des cabinets d'avocats et compagnie. Puis là, hop, bah, on va prendre des businessmen, on va prendre des mecs plutôt du secteur privé. Puis ça évolue plus ou moins en même temps. Euh, ben, tu as ce que tu as, hein, mon gars. Une entreprise, si tu veux faire fonctionner une entreprise économiquement comme un pays, ça ne marche pas parce que un chef d'entreprise, il y a un côté dictateur là-dedans. Après, il répond à des actionnaires, etc. Mais il va se battre pour faire de l'argent et pas pour défendre des convictions. Enfin, ça devient peut-être il faut créer, peut-être, on voit que le capitalisme, c'est ce qui a duré le plus longtemps. Peut-être qu'il faudrait créer un capitalisme responsable. J'en avais déjà parlé j'avais fait un TEDx où je parlais de ça, mais moi, je suis pour le libéralisme s'il était réel. Mais le libéralisme aujourd'hui, il n'est pas réel. Il est que Nike peut aller mettre toute son usine, toute sa main-d'œuvre peut délocaliser au Pakistan. Mais si un Pakistanais vient travailler aux États-Unis, hop là, c'est un problème, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, on n'est pas égaux là. Moi, j'ai du mal à mettre cette notion de libéralisme. Il y a comme de liberté là-dedans. Euh,
j'ai beaucoup de mal à me sentir libre si mon voisin ne l'est pas. Le Covid, ça nous a mis là-dedans. Tu vois, la difficulté qu'on a eu à voyager, on parle d'expatriation, mais les difficultés que nous, on a eu à voyager, bah, il y a certains pays, c'est comme ça tout le temps. Tout Ouais. le temps. Tu crois qu'un Palestinien, là, s'il veut faire partir en voyage, c'est pas la même délire. Si un Nigérian, s'il veut partir en voyage, moi, je voyageais avec un pote nigérian, son visa, mon gars, c'était un bouquin, tome 1, tome 2. Tu tu vois, on n'est pas égaux face à ça déjà. Ouais, c'est clair. Et tu parlais du TEDx. J'avais regardé le TEDx, justement, il est intéressant. Tu parles aussi de renaître après le chaos. Et bah, Ouais. c'est comme ça que tu vois le libéralisme, comment ça va exploser, et comment ça va pouvoir renaître derrière. Est-ce que toi, aux États-Unis, tu as senti des différences culturelles marquées avec la France? Peut-être que c'est aussi du fait que tu es à Los Angeles et pas dans un autre État. J'ai l'impression que selon les États, c'est aussi très différent. Est-ce que justement, en termes de libéralisme sociétal, social, est-ce que tu as ressenti des choses où tu te dis, tiens, je me sens beaucoup plus à l'aise ici aux États-Unis pour dire ou faire telle chose par rapport à la France? Il y a moins de racisme. Ils en parlent plus, mais il y en a clairement moins. Et pas que ça, hein. Par exemple, ma femme, qui a travaillé dans le monde dans l'entreprise un peu partout, euh, il n'y a pas de drague au travail. Et c'est con, hein, mais il n'y a pas de sous-entendu de ce sens-là, quoi. Alors, ils Hmm. sont passés par beaucoup de phases. Ils en ont beaucoup parlé. Et ils en parlent tellement, par exemple, de harcèlement, racisme, etc. Ils en parlent tellement que tu as l'impression qu'il y en a plus. Tu sais, machin. Mais je peux te Ouais. garantir que des policiers racistes, je pense qu'il y en a proportionnellement peut-être plus en France. Quand il y a eu George Floyd qui est arrivé, on m'a dit: «Ah, regarde les flics, comment ils sont racistes». Et on apprend 2 semaines après que des années avant, il y a eu la même chose en France. Des flics qui tuent, ça existe. Ouais. Et, ouais, j'ai pu voir, par exemple, des trucs qui choqueraient. J'avais posté quand je suis arrivé, parce que ça m'avait étonné, une femme voilée faire une publicité pour un appareil photo, pour un Canon ou je sais pas quoi. Donc là, avec son voile, en 4x3, grosse affiche, le nouveau Canon. Euh, Clairement, une pub comme ça en France, Ouais, c'est clair. ça passe pas. Déjà, quand ils essayent de vendre à Decathlon des voiles pour courir, c'est un problème. Euh, c'est... Tu sais quoi, il y a beaucoup de gens dans la classe politique. Ici aussi, mais en France, je, ils sont très entendus. Ils me dégoûtent, en fait. Ils- Leur manque de culture pour tout, hein. Parce que dis-toi bien que s'ils parlent du cannabis avec si peu de connaissances, alors que c'est le débat, là, en ce moment, il y a un vrai débat, donc leur travail serait de se renseigner par rapport à Ouais. ça. Attends, il y a un vrai débat, mon peuple veut ça. Qu'est-ce qui se passe? Viens, on va. Et pas écouter juste un son de cloche, commencer à écouter, voir. Même en français, il y a des bouquins là-dessus. Il y a une nana qui a écrit un bouquin aussi sur les psychédéliques, sur comment ça peut aider, les champignons, ça peut aider aussi. Enfin, tu sais, on prend soin de notre corps, on prend des protéines, des trucs pour mieux muscler. Par contre, là, on s'en bat les couilles. Ouais. On s'en bat les couilles. Et on ne se rend pas compte que ça peut vraiment aider, pour de vrai. Tu vois des trucs simples qui étaient considérés pas comme des sciences, mais des trucs de fou, comme la PNL. Je ne sais pas si tu connais un peu la programmation Ouais, bien sûr. neurolinguistique. C'est devenu une science il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, tu parlais de ça, les gens le mec est complètement. Et on se rend compte que non, bah attends, ça existe, c'est une science, ça existe. Et ça met toujours un temps fou parce que des gens qui n'y connaissent rien, mais qui ont une tribune à l'Assemblée nationale ou qui sont au gouvernement en parlent sans connaître. Et malheureusement, c'est eux qui décident et ils sont pas, ils s'entourent pas. Moi, je te jure, là, je suis arrivé à un stade où je lis les mêmes trucs et ça me fait de la peine. Ouais. Mais comme quand je vois des racistes, tu sais, je suis pas énervé contre eux. Parce que là, tu vois, j'ai vu encore un truc de mec qui commence à un Algérien, je sais plus, un truc, l'incident du Brasco, quoi. Ah, Sergi, ouais. Ouais, j'ai vu. Voilà. Mais le mec a de la haine. Donc derrière, on répond à ça par «Oh, enculé!» Mais les gars, c'est pas ça va.
as de la haine, tu vas faire quoi? Tu vas faire un climat de peur pour que le mec dise: «Oh, putain, faut pas que je montre que je sois raciste par peur». Non, faut je sais que c'est compliqué. Bah, alors le mec, il doit répondre de ses actes, mais pas comme ça. Pas comme ça. Tu sais, on peut dire les choses. Moi, clairement, j'ai beaucoup de peine pour cette personne. J'ai beaucoup de peine. Il a clairement un problème d'éducation. J'ai une vraie peine pour ce mec. Il doit répondre, mais ça doit être encadré, ça. Mais non, c'est même la plupart des gens, j'espère peut-être que ceux qui parlent sur Twitter, je ne sais pas. Mais moi, ce que je vois, c'est que de la haine. Ouais. On répond à la haine par la haine. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, bah, je t'engueule. Et je me dis, regarde, et c'est moi, regarde, je fume du cannabis, etc. Et je vous donne un truc simple. Essayez, c'est con, hein, mais je ne suis pas chrétien ou quoi, mais aimez-vous les uns les autres, c'est Jésus. Mais essaye de vraiment réfléchir comme ça. Mais même quand tu dis aux gens, aimez-vous les uns les autres, essaye, même si tu n'es pas d'accord, de dire, j'aime cette personne, je vais lui expliquer avec l'empathie nécessaire, cool, sans m'énerver, parce que tu te fais du mal à toi quand tu t'énerves. Bah, les mecs, sur aimez-vous les uns les autres de Jésus, pour la religion, pour les chrétiens, ils ont inventé des techniques pour torturer les gens parce qu'ils étaient homosexuels. C'est-à-dire qu'ils ont dit, attends, lui, aimez-vous les uns les autres, mais c'est pas bien ce qu'il fait. Il est homosexuel. Ah, c'est une sorcière. Bon, on va la brûler. Ah, tu vois comment à chaque fois on prend un message. Et c'est toujours les mecs qui veulent le pouvoir qui font ça. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé parce que malheureusement, pour arriver au pouvoir, il faut le vouloir. Et c'est déjà un problème. En Et Suisse, par exemple, ils appellent ça les 7 sages. Donc, ils sont 7 élus. Et chaque année, pendant 7 ans, chacun de ces mecs-là ou femmes-là va être président de la Confédération. ouais. Et tu as l'impression que justement, c'est vrai qu'en ce moment, le climat en France, le climat social, il est très compliqué. On a l'impression que chacun est dans son coin, chacun a des opinions, enfin, en fait, il n'y a même plus de débat. En fait, j'ai mes idées, ce que tu dis, je m'en fous. Et c'est vrai que le Twitter, bah, voilà, on voit ce qui se passe sur Twitter et les gens disent souvent, Twitter, on s'en fout. Twitter, ce que les gens disent sur Twitter, c'est pas la vérité, c'est pas la vraie vie. Mais d'un côté, c'est quand même des gens qui existent. C'est quand même des gens qui sont là et qui ont le droit de parler, mine de rien, et on ne peut pas le cacher. Est-ce que toi, aux États-Unis, tu as l'impression que ça va dans le bon sens à ce niveau-là? On a souvent l'impression que ce qui arrive aux États-Unis, ça arrive en France 1, 2 ans, 3 ans après. Est-ce que toi, justement, tu as l'impression qu'aux États-Unis, ça va mieux socialement? Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que tu n'as pas l'impression de ça, justement? Tu as souvent eu le discours de dire que tu étais plutôt optimiste sur les choses. Ouais. Et je suis toujours. Je pense que ça va de mieux en mieux. Je pense qu'il faut faire attention. Il y a quand même un truc dont on ne mesure pas forcément tu parles de Twitter, c'est que des mots, mais les mots sont importants et à force de lire les mêmes mots. Et puis, si tu likes, tu vois, j'avais vu un documentaire très intéressant sur le fait comme c'est des algorithmes, si tu likes toujours les mêmes types de choses, si tu suis toujours le même type de personnes, eh ben Facebook, Twitter, il va te nourrir avec ce que tu as envie de liker. Ouais, il te met dans une bulle, quoi. Donc, ouais, et tu n'écoutes plus la vie des autres. Euh, Moi, même sous Trump, bah, j'essaie d'avoir le recul. Je me dis, bon, bah, clairement, je me fais mon opinion, mais j'écoutais, j'essayais de m'intéresser surtout que, encore une fois, tu arrives dans un pays. C'est hyper intéressant là, si tu commences à. Parce que clairement, personne ne connaît le président estonien, tu vois. Ouais, c'est une présidente Mais d'ailleurs. une présidente, hein, tu vois. C'est dommage qu'on n'en parle pas plus. Et c'est intéressant de te renseigner comment elle a été élue, pourquoi elle a été élue, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens ont voté pour elle, est-ce qu'ils sont contents aujourd'hui de leur décision. Et tu peux voir d'autres manières de penser, surtout que tu es dans un pays différent. Là, nous, on est dans un truc où c'est combien de temps doit durer un mandat, etc. On ne sait pas encore, tu vois. Les gens attendent des résultats au bout de 6 mois, Ouais. comme si, tu vois, comme si tu pouvais changer le truc, mais c'est compliqué. Tu dois, tu vois, si tu vois le chemin qu'une loi doit faire pour passer, c'est aussi tout ça, c'est intéressant de se renseigner, de voir les différences d'un pays. Moi, je sais qu'en Suisse, j'étais subjugué parfois par ce truc d'élection cantonale, par exemple, euh, même si tu es étranger. Waouh, ce sentiment qui te donne en faisant ça, d'appartenance, tu vois, je me dis, putain, pour les municipales, bah, je sais pas moi, si clairement, si une famille
même si ma mère, elle était irakienne, donc elle peut pas avoir la nationalité française alors que ça fait des années, bien quoi, plus de 30 ans qu'elle est en France. Elle est partie en Irak, revenue, mais heu, je me dis: «Putain, ça OK, elle vote pas pour la présidentielle, mais elle a habité dans la même ville toutes Ouais, ces années». ouais, c'est Parce qu'elle clair, aurait pas son mot à dire, sur les municipales, c'est clair. tu vois? Alors qu'un Et mec, qui est 1 an, il est là, il déménage 1 an, il va peut-être déménager dans 2 ans, bah, lui, il peut dire: «Ouais, non, ça» et il s'en fout, il se casse. c'est clair. Et en Suisse, il me semble qu'il y a un droit à la pétition, entre guillemets. Il me semble que si tu signes enfin, si une pétition est assez signée, ça en fait un référendum et tout le pays vote là-dessus. C'est vrai qu'en Suisse, il y a un droit qui est donné au peuple pour beaucoup de choses. Est-ce que tu l'avais ressenti là-bas ou pas? Ouais, je l'ai ressenti, mais parfois, par exemple, ils avaient à l'époque voté contre les minarets en Suisse. Contrôlé? Les minarets, tu sais, c'est tours dans les mosquées, tu as une tour pour faire D'accord, l'appel à la ouais, 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 prière. ouais. Donc c'est comme si ils avaient voté contre les clochers d'église, tu vois? Hmm. En sachant que les minarets ne sont pas forcément utilisés, tu sais, ça peut être silencieux, c'est juste le monument. Ouais. Interdiction. Ça passe, mais simplement, c'est déclaré anticonstitutionnel, donc ça ne passe pas. Donc c'est pas tout et n'importe quoi, tu Ok, vois? ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même la constitution, c'est quand même important. C'est important qu'un pays ait une constitution et encore une fois, ça peut changer, mais la constitution, elle est pas, comment est rédigée une constitution aussi? Tu vois, ici, ils ont les founding fathers et tu vois, en France, bah, il y a eu la Révolution. C'est quand même dommage de voir que l'histoire, évolue tout le temps au rythme, de révolution, de fracture, de faut que ça saigne. Tu sais, Ouais. c'est pas linéaire, hein, l'évolution de l'histoire. C'est pas quelque chose de calme, tu vois? Et j'espère qu'on arrivera gentiment à ça. Bon, déjà, on y arrive puisqu'il y a moins de guerres physiques, il y a plus de guerres économiques maintenant. C'est violent aussi, hein, ça crée des famines, ça crée des choses comme ça. Mais ouais, on n'a pas cette, le sang. Ça existe toujours, mais moins. Dire que là, la France ne risque pas une guerre mondiale avec l'Allemagne demain, tu vois? Ouais. Alors que tu te dis, il y en a une en 14-18, 30 ans après, il y en a une de nouveau. Tu peux dire: «Putain, ça peut revenir ou quoi là?» C'est quoi? Tu Ouais, ouais, vois? ouais. Mais non, parce que on avance, on règle les trucs. Maintenant, les conflits ils sont loin. Ça devient dangereux parce que tu pars d'une guerre où on tuait les gens au sabre, puis après, c'était le flingue et là, c'est du drone, c'est des boutons, tu vois plus les yeux de la personne que tu tues. Il y a aussi ce truc de déshumanisation dans la guerre aussi. Voilà, c'est ça le danger quand tu es humoriste, c'est que j'ai toujours dit la pensée est un luxe parce qu'on vit dans une société où la plupart d'entre nous, on a de quoi manger, on peut manger. Même si tu es pas au top, tu peux manger, tu vois? Quand on en est là, c'est bien parce qu'on peut penser et quand tu peux pas penser parce que tu réfléchis trop à comment tu vas manger, tu vois? C'est là que je disais que la pensée était un luxe. Et que Ouais. moi, je peux me mettre là et partir et penser, lire le journal, m'intéresser, faire attention. Est-ce qu'on me prend pour un con? Mais ouais, on est paresseux, tu vois? On préfère une info de Twitter, on n'a pas envie de chercher, on lit le premier truc et ouais, c'est la paresse, le vice. Ouais. Mais restons optimistes quand même. Et Et ouais, et je reste optimiste et je me dis que ça va de mieux en mieux parce que si tu compares il y a quelques années en arrière, le Moyen Âge, ben, ça fait flipper, quoi. ouais, c'est clair. Il y avait des viols, il y avait des trucs. Là, on a des caméras. Mine de rien, tu te rappelles de cette histoire de producteur qui s'est fait agresser par les policiers? Ouais. Et donc, les policiers ont dit, ouais, mais c'est lui qui nous a agressés. Et le mec avait des caméras chez lui. Michel Et là, je me Zecler. dis, mais c'est ce que ça va faire. Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de caméras pour prouver, comme les caméras sur les bagnoles. Mais moi, ce qui m'a rendu fou, Et c'est parce que le pire, c'est que les caméras n'ont même pas servi à l'innocenté, quoi. Enfin, aujourd'hui, il y a encore toute une partie de la population qui pense que c'est de sa faute, quoi. Malgré les caméras, quoi. tu vois, Enfin, c'est triste aussi, quoi. c'est triste. Mais moi, je pense que de plus en plus de gens vont avoir des caméras. Et moi, ce qui m'a fait peur, c'est que quand on a commencé à filmer la police, ici, c'est normal de filmer la police, hein. Tu Hmm. peux filmer la police. Ils ont eux-mêmes une bodycam. C'est filmé, il y a des preuves. Et en France, il y a eu un débat pour dire non, il ne faut pas filmer la police. Ouais. Moi, ça, typiquement, et
malheureusement, les flics ne voulaient pas parler. J'ai demandé à un moment donné, est-ce qu'il y a des flics qui veulent débattre de ça? Parce que moi, j'en ai parlé dans une vidéo, du coup, j'ai eu des flics qui m'ont dit non, non, c'est normal qu'on ne nous filme pas. Et je dis, écoute, moi, avec plaisir, tu viens et on en parle. Si ce n'est pas de cris et d'insultes, on en parle avec plaisir. Mais ouais, j'ai eu beaucoup d'expériences comme ça où les gens, quand il faut montrer le visage et parler, ils flippent ou ils changent d'avis. Ou... Je peux comprendre, mais tu sais, c'est comme le joint à un moment donné. J'ai des gens qui me disent, ouais, machin, tu sais, moi, je ne suis pas un fer de lance de la légalisation, je suis un citoyen qui dit ce qu'il pense et qui montre son visage. Si quelqu'un vient me parler en me disant, ouais, mais tu ne rends pas service, fais-le. Enfin, moi, je vis juste ma vie, en fait. Et puis tu vas, ils ont des comptes complètement privés parce Ouais. qu'ils fument. Tu vois, ça, je ne sais pas. Au moins, si tu montrais que tu fumes et que tu n'avais pas peur, mais ouais, mais les conséquences. Mais moi aussi, j'ai dû subir des conséquences. Moi aussi, quand j'étais produit et que j'avais un passage sur le cannabis, on m'a dit peut-être dit que tu es un ancien fumeur, que tu fumes plus, peut-être qu'il faut l'amener comme ça parce que une boîte de prod, ils vont viser un mainstream, ils veulent que tu passes là. Moi, j'étais interdit dans des théâtres municipaux. C'est-à-dire que j'ai cru que Dieudonné, c'était le seul, en fait, tu vois. Ouais. Mais il y a pas besoin. Juste, tu dis un truc qui ne plaît pas à l'élu parce que c'est des théâtres municipaux. Ça veut dire que c'est les élus qui décident. Ouais. Tu vois le problème? C'est cool. L'exception culturelle française, c'est cool. Mais ça veut dire que tu donnes le droit aux politiques de décider. Et même si tu as fait rire toute la salle, si le maire t'aime pas, tu joues pas dans la salle. Ouais. C'est possible Alors, de faire ça en alors que France. autant ça peut se comprendre sur les gros médias traditionnels parce que voilà, tout le monde peut regarder et il n'y a pas forcément de contrôle sur les personnes qui regardent. Autant quand tu joues dans un théâtre, les gens payent pour venir te voir et pour le coup, ils ont choisi de venir te voir. Donc, c'est vrai que c'est désolant. Mais pour le coup, j'ai l'impression que c'est différent aux États-Unis et que tu as plus de liberté à ce niveau-là. Ouais, parce que c'est dans la Constitution, la liberté d'expression. Ouais. En France, le gouvernement a son mot à dire. Par contre, du coup, comme euh, aux États-Unis, il y a la liberté d'expression, c'est le peuple. Et c'est là que ça devient dangereux, et c'est aussi le cas en France avec les réseaux sociaux, mais c'est là où l'opinion publique peut devenir en soi un dictateur, si on ne fait pas attention. Donc Ouais. ici, il parle beaucoup de cancel culture. C'est-à-dire On en parle que, aussi ici maintenant. Ouais. tu vois, alors déjà, vous avez l'État, mais en plus le peuple, hein, vous, c'est cancel de partout. Mais ça veut dire que bah, si les gens décident de plus venir te voir, ils viennent plus te voir. Tu vends plus de tickets parce qu'ils t'ont cancel. Mais euh, je me méfie de ça parce que ça vient des gens. Si tu as peur d'aller voir un artiste, c'est là le problème. La peur ne devrait pas être un moteur ni pour aller voir un artiste. C'est-à-dire que si tu ne vas pas voir un artiste parce que tu as peur, ou toi en tant qu'artiste, si tu ne fais pas une vanne parce que tu as peur, c'est un problème. Par contre, pose-toi des questions. Quand tu fais cette vanne, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu fais cette vanne? Il y a beaucoup d'humoristes qui n'ont pas de ligne éditoriale. Enfin, ça fait un peu intellectualiser le truc, mais si tu n'as pas de ligne éditoriale et que tu cherches juste rire pour le rire et c'est tout, déjà, on ne sait pas ce que tu penses. C'est-à-dire que ton spectacle, un coup, une vanne, elle est raciste, un coup, le contraire, un coup, il y a pas de, t'as pas de pensée en fait. Et moi, quand je vois ça, je me dis, attends, on dirait qu'il a été chopé des vannes sur Internet, les unes après les autres, juste parce qu'elles sont marrantes et il les met comme ça. Tu sais, j'ai l'impression que le mec n'a pas de, de ligne de pensée en fait, tu vois. Et Hmm. déjà, ça montre qu'il y a un problème d'authenticité. Et puis voilà, donc ça fait rire, mais comme je dis, mais je pense que les gens sont plus tellement dupes à ça. Tu sais, maintenant, du stand-up, on en voit beaucoup. Tu n'as plus besoin d'aller dans des clubs. À l'époque, il fallait acheter des. Il y a une époque, il fallait acheter des 33 tours mon gars, pour avoir du stand-up, etc. Maintenant, tu en as partout, comme pour la musique. Aujourd'hui, si tu te lances dans la musique aujourd'hui, à l'époque, tu étais obligé d'acheter des trucs, des CD, si tu voulais acheter un truc des Beatles à l'époque, je ne sais pas ce qu'il fallait faire, mais un disquaire, trouver le disque. Aujourd'hui, tu peux tout écouter gratos sur YouTube. Tu peux Ouais. tout écouter. C'est-à-dire que nos influences musicales, elles sont très riches, culturellement, musicalement. On dit, ouais, mais la musique, c'est de la merde. En fait, il y a juste de tout, quoi. C'est toi qui décides d'écouter ce qu'on te sert, ou alors tu vas chercher. Je suis étonné, moi, certains artistes ne sont pas plus connus,
Mais c'est comme ça. Et puis, c'est ton choix d'écouter tel ou tel artiste. Tu fais ce que tu veux. Mais Tu en tout vois? cas, ils sont Et accessibles, ils quoi. existent. Ouais, c'est accessible. Comme l'info. L'info, elle est accessible. Après, c'est toi qui fais ce que tu veux et qui lis l'info que tu veux. Le problème, c'est que l'info, elle est tellement accessible qu'elle te rassure dans ce que tu as envie d'écouter. Moi, si tu es anti-vax, tu vas pouvoir trouver de l'info pourquoi il ne faut pas se vacciner. Si Ouais. tu es pour le vaccin, tu vas voir des infos pourquoi il faut le vaccin, pourquoi les anti-vax sont cons, et vice-versa. Donc, c'est là que ça devient problématique. En tout cas, toi, tu dis ce que tu penses, mais tu restes quand même ouvert au débat. En tout cas, ça fait du bien et merci de pouvoir aborder tous ces sujets-là normalement. Pour finir, j'ai toujours trois petites questions qui sont un petit peu plus légères. La première, c'est quel est pour toi le point positif, maintenant que tu habites aux États-Unis, le point positif des États-Unis par rapport à la France, le truc que tu as ici et que tu ne retrouves pas en France et que tu kiffes ici, quoi. Sincèrement, là, sous pandémie, c'est un peu compliqué, mais ouais, j'ai l'impression que j'ai plus de liberté de circulation par rapport à la France avec ces histoires de couvre-feu. Même en couvre-feu ici, parce qu'il y a eu des couvre-feux, c'était pas comme en France, quoi. Ouais, En France, c'était Streich von Streich. Je suis désolé de faire ça, mais tu sors, tu as une amende. Enfin, c'était un délire. Ici, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas tu sors, tu as une amende. Il y avait couvre-feu, mais tu pouvais sortir. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi la définition du couvre-feu. hmm, Euh, Sinon, non, c'est moi personnellement, ouais, non, franchement, c'est moi ma volonté d'être là, de pouvoir parler en anglais, d'avoir la plage pas loin, le soleil, voir quand je sors de chez moi, j'ai des palmiers. Ça, Ça, ça c'est joue, ça, je pense, la météo aussi sur l'humeur au quotidien. La météo, ça dit quoi à Los Angeles toute l'année? Il fait bon? ouais, là, il fait, je ferme les rideaux pour pas que ce soit trop ensoleillé, mais ouais, ça pète le soleil là, tu vois, il fait bon, ouais, là, je suis dans mon pull, on a la clim des fois qui tourne. Et parce que je venais de me lever, j'ai mis un pull, mais là, tout de suite, j'ai envie je vais me mettre un t-shirt juste après parce que je commence à sentir qu'il fait chaud. Et puis, ouais, avoir de la bœuf légale. Tu vois, quand je faisais des scènes en France, souvent, on m'offrait une bouteille de vin. Ici, ici on m'offre C'est différent, de ouais. la bœuf. Ouais. Donc, c'est cool, ouais. C'est Et, différent. Voilà. et à l'inverse, quel est le point positif de la France par rapport aux États-Unis, le truc qui te manque que tu n'as pas? Ah Peut-être la bah, nourriture, c'est un mes sujet qui enfants. revient, c'est un sujet qui revient souvent. La nourriture, on n'en a pas forcément parlé. Est-ce que Ah toi, ça ouais. te manque? Ben, typiquement, le fromage non pasteurisé, on trouve, hein, mais c'est assez rare. Et ici, pour avoir ça, il faut avoir un plug, comme là, Ouais. un gars qui t'amène du fromage ou quoi. Euh, ouais, ouais, la bouffe. Après, franchement, ouais, en vrai, c'est juste mes enfants, mais sinon, ma famille en général. Là, les potes de scène, les humoristes, c'est vrai que des fois, là, je vais retourner, je vais monter sur scène, j'ai envie de faire des plateaux avec les potes. Voilà, c'est les potes, c'est clair, mais c'est difficile de. Au-delà de ça, c'est compliqué parce que j'accepte là où je suis pas dans le truc. Putain, ça c'était cool, quoi. Hmm. En Suisse, après, c'est arrivé. Ensuite, je me rappelle que quand moi j'y étais, il y avait un truc qu'il y avait pas tellement en France. C'est les cafés au lait froid en vente au supermarché. J'ai eu du mal à retrouver ça en France. Euh, Puis maintenant, il y en a, j'ai pu en trouver dans certains endroits, quoi. Mais sinon, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. C'est pas. Ouais, ouais. Et puis ce qui te manque de ta vie en France, c'est peut-être aussi des choses que tu pourrais avoir si tu revenais plus souvent. Mais c'est vrai que la pandémie, ça a été compliqué Ouais. pour avoir tout ça. Sinon, dernière question. Il y a quoi en Si, Estonie comme plat spécifique? il y a pas grand-chose de spécifique estonien, parce que l'Estonie, ça a été un pays qui a été pas mal occupé, annexé par la Russie, l'Empire russe et tout, tout au long de son existence, de son histoire. Donc, on a pas mal de spécialités russes. Mais sinon, de plats vraiment estoniens, il n'y en a pas trop. J'avais fait une vidéo justement sur les plats qu'on peut trouver dans les supermarchés. Et c'est vrai que c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Donc, moi, pour le coup, c'est vraiment la nourriture qui me manque par rapport à la France. C'est vrai que le fromage, ça revient tout le temps. Le pain aussi. Il y a peut-être des boulangers quand même à Los Angeles, je pense, qui font du pain, non? Ouais, c'est très compliqué de trouver une baguette, une bonne baguette.
Je pense que ça vient du fait, je sais pas, peut-être l'auto d'humidité. J'ai l'impression que la farine, elle est différente. Parce que même s'ils font la Ouais, même recette, il y a un truc qui va pas. Tu vois, c'est compliqué d'avoir le même croissant, par exemple. Il y a un truc qui va pas, quoi. Il est ouais, présenté, tu vois, c'est le même. Ouh là là, il a l'air bon. Et tu attends, mais il est différent, quoi. c'est clair. Ouais. Dans tous les Franchement, pays en que France, ce j'ai. que je vais faire, je pense que je vais m'acheter le matin, je vais me réveiller, Le Monde, un café, un croissant, un terrasse de café, quoi. Et lire Ouais, le journal avec le croissant et le café. Alors que je ne le faisais pas vraiment, tu vois, ouais, quand c'est j'y clair. étais, mais si je le faisais quand j'amenais la petite à la crèche, c'était tôt le matin, tu vois, je l'amenais à la crèche. Une fois qu'elle était déposée, ouf, je me mettais un café à côté. Et en général, je regardais, il mettait BFM. Je prenais Ouais. un croissant, machin. Je regardais. Non, il mettait Bourdin, je me rappelle. À chaque fois, j'allais au café, je regardais Bourdin en mangeant mon croissant. Voilà. Ça, c'est très vrai. Dans tous les pays que j'ai visités, on voit toujours des croissants partout. Les croissants, ils ont la même gueule partout, mais par contre, ils sont jamais pareils, quoi. C'est jamais le croissant Ouais, français, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Et sinon, dernière question pour conclure. Si là, tu avais 30 secondes pour vendre les États-Unis et donner envie aux gens de venir aux États-Unis ou à Los Angeles plus particulièrement, comment tu vendrais les États-Unis? Ça va ressortir le sachet. Voilà, c'est l'argument. En vente comme ça, il n'y a pas besoin de le rouler, mon gars. C'est clair. Voilà. Non, mais voilà, bien prendre le soleil. Euh, Puis même, si tu aimes le cinéma, viens voir les studios. C'est une belle expérience de voir les studios. À l'époque, quand j'avais fait le festival de New York, il y avait les gens de Canal+ qui étaient là, Christelle Graillot, qui était avec nous au festival. Et je leur avais dit, mais franchement, vous devriez faire une visite des studios, quoi. Tu sais, Hmm. je pense que ça intéresserait les gens. Plus là, pour l'instant, la seule manière de voir un peu un tournage, c'est d'être participant à un public d'une émission de télé. Ouais, Mais je pense que ça. Et ici, c'est un autre délire, hein. ouais, Mais c'était à l'époque, j'avais été voir Jon Stewart qui faisait Daily Show. C'était ces dernières années. Et puis ici, c'est un peu une légende, Jon Stewart. Donc, je suis allé voir le show en live pour voir comment c'était. Ils ont compris des trucs. Ils ont compris. Même l'attente dans la salle d'attente, il y a des humoristes qui sont là, qui te parlent. What up, everyone? So, all right. Avant que le mec arrive, tu as 3 premières parties, etc. Et le présentateur, il a été humoriste pendant des années. Il a l'habitude. C'est-à-dire qu'en France, c'est le contraire. Le mec est présentateur télé pendant des années. Et là, il dit ah, peut-être je vais faire du stand-up. Ouh là là. c'est clair. Alors qu'ici, déjà, pour accéder, mais tous ceux que tu vois, là, Jimmy Fallon, tous ces mecs-là que tu vois, en fait, c'est des humoristes, quoi, des vrais stand-up qui ont fait les comédie clubs durs, quoi, qui ont fait qui ont fait là où ça sent la sueur, quoi. En même temps, c'est vrai que les émissions télé là-bas, on a l'impression que c'est que, enfin, déjà le plateau, c'est une vraie scène, et puis le public, c'est un vrai public. On a l'impression d'être au cinéma, quoi. C'est des sièges de cinéma, c'est pas du tout comme en France. Peut-être Ah, ils peut-être dans veulent une y ambiance aller, hein. particulière. En France, c'est vrai qu'ils font du remplissage. Ouais. Déjà, Euh, ils payent les gens, ils donnent des bons cadeaux pour que les gens viennent dans le public. Ils donnent des bons cadeaux, ils vont les chercher. Il y a des sociétés qui font ça. Euh, Là, il y a de la demande et parfois, tu as de la chance d'avoir de la place. Je me rappelle pour Jon Stewart, c'était limite compliqué d'avoir une place. Tu vois, il y avait plus que quelques cases et tout, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, je dirais, C'était un kiff. c'est un kiff, ouais. C'est un kiff. Enfin, t'arrives, et même le mec, avant de présenter son show, il fait pas son show, il parle au public. Enfin, le public, il existe, quoi. Ouais, Oh, ça va, ok, je vais prendre quelques questions au public. Ouais, Ivan. Et tu vois que le mec, il a l'habitude de faire du stand-up, en tout cas. ouais. Il Ok. arrive. Voilà. Merci pour l'invitation. Bah, merci à toi. Comme je disais au tout début, quand on s'est appelé, je t'ai envoyé juste un message, tu m'as répondu tout de suite en me disant OK, la date, l'heure. Un peu comme Booba avec Caris, la date, l'heure, De Octogone. mon Octogone. Ouais. Et puis ouais, ça s'est fait hyper facilement. Donc merci à toi d'avoir répondu présent, d'avoir répondu positivement. Et je te remercie pour tout et je te souhaite le meilleur dans ta vie aux États-Unis. Merci à toi également pour ta vie en Estonie. Yes, merci. Salut. Ciao, Salut. ciao.
C'est la fin de cet épisode. Si cette discussion avec Noman vous a plu, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo pour soutenir le projet et pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez avoir plus d'interviews d'expatriés parce que ça va arriver. On va avoir d'autres invités sur cette chaîne. Si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. Et si vous voulez en découvrir un petit peu plus de mon quotidien d'expatrié, je vous invite à me suivre sur Instagram. Et pour le prochain podcast, on se dit à la semaine prochaine.